Bonjour, je suis donc Jean Nemo, le directeur et fondateur de la librairie des écoles. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'ai découvert la méthode de Singapour et que je l'ai importée en France. Je suis donc très enthousiaste de voir le succès qu'elle a aujourd'hui. De plus en plus d'écoles l'utilisent. Et donc, je vais essayer de vous en présenter un des éléments les plus originaux, les plus essentiels, qui est une méthode très originale, un outil très efficace pour apprendre et enseigner la résolution de problèmes. On appelle ça vulgairement les modèles en barre, tout simplement parce qu'on va modéliser les situations mathématiques en utilisant des schémas en forme de barre. D'abord, un petit rappel sur les principes de la méthode de Singapour. Certains d'entre eux, ou la plupart d'entre eux, ne sont pas très originaux. Ils ont tous été inspirés des recherches en pédagogie et en sciences cognitives occidentaux. Ils ne sont pas spécifiques à la méthode de Singapour. Le premier de ces principes, c'est ce qu'on appelle le concret imagé abstrait, inspiré par le pédagogue Jérôme Brunner. Et tout simplement, c'est quoi? C'est que quand on fait des mathématiques, on cherche à simplifier la réalité, à la représenter, à la modéliser pour trouver des solutions plus immédiates. De la même manière, en suivant le stade de développement cognitif des enfants, on va s'adapter à leur façon de concevoir et de percevoir le monde. Donc on va partir du concret, la manipulation d'objets. Ce sont des oranges, ce sont des petites voitures, ce sont des billes, ce sont des cubes. On va ensuite enseigner aux enfants des différentes manières pour modéliser ces représentations, ces objets concrets, avant de passer aux symboles mathématiques. Un des écueils de l'enseignement des mathématiques, c'est de passer trop vite au symbole, de passer trop vite à l'abstraction, et donc de perdre les enfants, car ils n'ont perdu le sens des nombres et le sens des quantités. Le deuxième grand principe, c'est qu'une fois qu'on a décidé, on a compris qu'il fallait utiliser des représentations concrètes des objets, de la manipulation, et qu'il fallait ensuite représenter ces objets concrets avant de passer au symbole, encore faut-il choisir et ordonner le type de représentation qu'on va utiliser. Le premier de ces représentations, ce sont des dessins, tout simplement. Le simple fait de dessiner une orange, ce n'est pas une orange, c'est déjà une représentation abstraite. On va avoir ensuite le fait d'ordonner les nombres dans des cases. Alors là, vous avez la boîte de 10, par exemple, la boîte de 10 qui va permettre aux enfants de percevoir notamment les compléments à 10, d'ordonner les choses. Toute représentation est une façon d'ordonner le monde. On va avoir également les trains de cubes que j'ai amenés ici. Vous pouvez voir ici que ce sont des objets qui concrètement sont utilisés tous les jours du CP et même on va dire en maternelle, en petite section, en moyenne section, en grande section et jusqu'au CM2, on va utiliser ces cubes pour représenter des situations mathématiques. Ces cubes, je tiens à faire remarquer, mais je vais en reparler, qu'ils sont déjà assez abstraits puisqu'ils sont tous identiques les uns aux autres. Et donc, c'est déjà une forme de représentation abstraite. Il y a également les familles de nombres. Là, vous remarquez qu'on a franchi un grand pas dans l'abstraction puisqu'on va utiliser les chiffres, mais on n'utilise pas encore les signes de l'addition, ni de l'égalité, ni de la soustraction. On va illustrer le fait que tout nombre peut être composé d'une addition entre deux autres nombres, qui forment les deux parties formant un tout. Vous avez aussi la bande numérique qui va permettre aux enfants de comprendre le lien qu'il y a entre la comptine numérique qu'ils ont appris, on va dire par cœur depuis leur plus tendre enfance, le lien qu'il y a entre cette bande numérique et les additions et les soustractions et comprendre que quand on additionne, quand on soustrait, on se promène à droite ou à gauche sur une bande numérique. Vous allez avoir également les cartes nombres qui vont permettre de comprendre le système décimal et le lien qu'il y a entre le chiffre des dizaines, le chiffre des unités, le chiffre des centaines, etc. J'ai pris ces quelques exemples pour vous montrer que le choix des représentations dans une progression pédagogique réfléchie est extrêmement utile parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes représentations selon qu'on est au CP ou selon qu'on est au CM2, selon qu'on enseigne des notions propres aux mesures, par exemple, selon qu'on utilise des notions propres aux multiplications ou aux divisions, etc.
Le troisième grand principe, et là ce n'est pas propre à la méthode de Singapour, ni même à l'enseignement des mathématiques, c'est la pédagogie explicite. La pédagogie explicite, cela veut tout simplement dire qu'on va dire, montrer, guider, que le professeur va jouer à plein son rôle de professeur. C'est lui qui va montrer comment faire. C'est ce que j'appelle la pédagogie du comment faire, la pédagogie du modèle. Le professeur fait devant les élèves et il explique tout ce qu'il fait. Il ne laisse aucune zone d'ombre. Il joue à plein son rôle de professeur. Il met un haut-parleur sur sa pensée. Et s'il se trompe, il se pose des questions à voix haute, il essaye d'y répondre, il fait semblant de se tromper, il demande aux élèves de réagir. Parce qu'ensuite, sa pensée va servir de modèle aux enfants. On favorise la métacognition, c'est-à-dire qu'on va comparer différentes stratégies. On va dire quelle est la différence entre le cours qu'on a fait hier et le cours qu'on fait aujourd'hui. Quelle est la stratégie la plus rapide entre les deux méthodes qu'on a appris pour multiplier, etc. Et évidemment, et ça c'est le cœur de la méthode de Singapour, on va planifier de manière rigoureuse les objectifs, c'est-à-dire que chaque séance va apporter juste assez de nouveautés pour motiver les élèves, pour les intéresser, pour les passionner, mais pas trop de nouveautés, de manière à ne pas perdre les élèves et à ne pas les surcharger inutilement de choses compliquées. Et c'est ça toute la rigueur de la méthode de Singapour. Une séance de pédagogie explicite, encore une fois, ça ne se réduit pas aux mathématiques. On va commencer par présenter la notion, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le modelage, le modeling, la modélisation. C'est le professeur qui fait devant les élèves, je fais devant vous. Ensuite, la pratique guidée, nous faisons ensemble. L'exercice que je viens de faire, nous le refaisons tous ensemble. Et cette fois-ci, on pose des questions, on évite les erreurs, on évite les incompréhensions, on corrige immédiatement les malentendus s'il y en a. On étaye la notion avec des exceptions. Ensuite, un temps de pratique autonome où les élèves s'approprient seuls l'exercice qui était l'objectif didactique de la leçon. Et enfin, l'objectivation, on prend un temps après l'heure ou les 45 minutes qui se sont écoulées pour que les enfants récapitulent avec leurs propres mots ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris de nouveau. Voilà pour les grands principes de la méthode de Singapour. J'ajoute un point important, c'est que la résolution de problèmes, et on arrive au cœur de cette présentation, la résolution de problèmes, c'est au cœur de la méthode de Singapour depuis qu'elle a été créée au début des années 80. Vous voyez ici sur ce pentagone, c'est le socle programmatique à Singapour, il n'a pas changé depuis 40 ans maintenant, comme le temps passe, 40 ans. Et vous voyez que la résolution de problèmes est au cœur, que ce pentagone il repose sur les fondations solides qui sont les concepts, à savoir les notions mathématiques, qu'ensuite, de ces concepts, les enfants vont pouvoir acquérir des compétences, des processus, des stratégies, et qu'ils vont pouvoir arriver à des compétences plus élevées qui sont premièrement des attitudes, à savoir est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que je vais persévérer si je me trompe, est-ce que je suis motivé, est-ce que je ressens du plaisir quand je fais des mathématiques, et la métacognition. Est-ce que moi-même, en tant qu'élève, je me sens progresser et comment est-ce que je peux me prendre en main, moi, en tant qu'élève? Est-ce que je peux devenir mon propre professeur? Voilà pour les généralités. Pourquoi est-ce que la résolution de problèmes est au cœur du programme de Singapour? Tout simplement parce que, on va dire que le but même de l'enseignement, c'est d'apprendre à résoudre des problèmes. Vous savez, Maria Montessori, elle disait n'enseignons pas aux élèves pour le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui n'existera plus demain. On veut leur apprendre, on veut les éduquer de manière à ce qu'ils puissent résoudre les problèmes de demain. Donc, les mathématiques, en particulier, sont un outil particulièrement efficace pour résoudre des problèmes. Parce que la force d'abstraction, la force de modélisation des mathématiques va permettre de simplifier le réel, pour permettre de tirer des conclusions beaucoup plus facilement que dans le désordre du réel. Excusez-moi pour cette petite aparté philosophique un peu maladroite, mais je pense que vous comprenez l'idée. On enseigne pour résoudre des problèmes. Et alors, ça tombe bien, parce qu'en fait, les mathématiques servent à résoudre des problèmes, mais pour devenir bon en mathématiques, il faut faire des problèmes. Donc, vous voyez, il y a le moyen et la finalité se rejoignent. Je deviens bon en faisant des problèmes, et si je suis bon, je vais pouvoir résoudre des problèmes de plus en plus compliqués. C'est le cercle vertueux qu'on veut installer grâce à la méthode de Singapour. Et on va enseigner par la résolution de problèmes.
Donc c'est vraiment le cœur même de la conférence d'aujourd'hui et de ce que je vais vous montrer, et qui est le savoir-faire spécifique conçu ou affiné pendant 40 ans dans les écoles de Singapour. Là, devant un problème, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous cherchons? On va donc pouvoir permettre aux élèves de donner une stratégie, de se positionner. Je précise d'ailleurs que le mot problème, il faut faire attention parce qu'il est un peu péjoratif. Donc quand vous utilisez le mot de problème, ne dites pas on va faire des problèmes. Dites plutôt on va résoudre des problèmes. Voilà. C'est des petites habiletés de langage qui permettent parfois d'éviter des craintes ou de l'anxiété des enfants. Donc devant un problème, on se questionne. Qu'est-ce que nous savons? On lit l'énoncé. Qu'est-ce que nous cherchons? Et là, on va pouvoir commencer à planifier la résolution de problème. Mais ça veut dire qu'un problème, par définition, c'est quelque chose dont la réponse n'est pas immédiate. Donc, si vous voulez que les élèves apprennent à résoudre des problèmes, prennent du plaisir à résoudre des problèmes, il faut aussi leur enseigner à prendre le temps, à essayer, à se tromper, à recommencer, à persévérer. Et d'où l'importance, vous allez voir, de la ritualisation dans la résolution de problèmes. Alors, ce qui est spécifique de la méthode de Singapour, ce sont les fameuses barres. Alors pourquoi avec des barres? Vous voyez qu'ici, on passe de l'étape concrète à l'étape abstraite. On a un certain nombre d'oranges. On a en fait 5 oranges et puis une qui est coupée en deux. On peut modéliser ces oranges avec des cubes. Les cubes, contrairement aux oranges, sont tous identiques les uns, alors qu'ils n'ont pas les aspérités, les différences qu'il y a entre chaque orange. On a représenté en jaune l'orange qui est coupée. Ensuite, on va accoler ces cubes. On va pouvoir ensuite passer de la 3D à la 2D. On reste à l'étape discrète, c'est-à-dire qu'on peut encore compter sur la 3e ligne le nombre d'oranges. Et puis, vous voyez que 4e ligne, on compte encore le nombre d'oranges. Et puis, l'avant-dernière ligne, on n'a plus qu'une seule barre qui représente le nombre 6. Alors pourquoi tout ce cheminement qui va, et c'est ce que je vais décrire pendant cette présentation, qui va aller de la moyenne section maternelle, on va dire, jusqu'à la 6e. Pourquoi cette présentation? Premièrement, parce que, je me répète, c'est un pont entre le concret, la manipulation physique, sensorielle, l'imagé, la modélisation, et l'abstraction, la symbolisation. C'est plus concret, la barre, le schéma, est plus concret que les symboles que sont les chiffres. C'est donc une aide pour planifier les étapes, parce qu'on va avoir un support semi-concret ou semi-abstrait, selon le point de vue dont on se place, pour planifier les étapes. Et grâce à ce support concret, on va favoriser la compréhension des élèves, on va leur permettre de représenter de manière proportionnelle des quantités, on va leur permettre de s'interroger sur les quantités connues, les quantités inconnues, etc. Ce support concret va également permettre aux élèves de servir de support à leur verbalisation, parce que ce qu'on veut, c'est que les élèves expliquent leur raisonnement, explicitent à voix haute, mettent à leur tour un haut-parleur sur leur pensée. Donc, cet appui concret va leur permettre de montrer du doigt ce dont ils parlent, en fait. Hein. C'est vraiment tout bête et méchant. On a quelque chose qui est plus concret qu'un chiffre. Ça va également être ludique, agréable, ça va être un moment de plaisir. On va instaurer un rituel, on va montrer des schémas, les enfants vont s'y habituer. Et on va instaurer donc une culture de l'erreur, j'ai le droit de me tromper, une culture de la parole, il faut que j'explicite mon raisonnement. C'est donc une aide à la métacognition. Alors là, on va venir ça rejoint la suite, vous allez voir, c'est que les enfants vont se rendre compte que une multitude, une infinité même de problèmes peuvent être résolus par des schémas qui sont identiques les uns aux autres. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir mettre en place des stratégies. Et puis, et c'est le plus beau de l'affaire, c'est le plus émouvant, n'ayons pas peur des mots, c'est un pont avec l'algèbre, puisque vous voyez que là, on a la droite numérique, qui est l'axe des abscisses, et que donc on va retrouver, en partant de simples oranges disposées horizontalement, qui forment des cubes, qui forment des trains, qui forment une barre discrète puis continue, vous allez avoir votre axe des X et donc une approche, une préparation au collège. Alors vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ces modèles en barre? En fait,
toute l'intelligence de ce choix didactique, parce qu'il s'agit simplement d'un outil, hein, je vous précise tout de suite qu'on peut résoudre plein de problèmes sans les barres, et que d'ailleurs il est tout à fait légitime et respectable, on en parlera si vous voulez, c'est que on peut tout à fait, des élèves qui n'ont pas besoin des barres, ils peuvent s'en passer. Mais néanmoins, la beauté du modèle, c'est que tous les problèmes du cours élémentaire, avec quelques rares exceptions, peuvent être réduits à 4 modèles. 4 modèles. Vous voyez ici qu'on a le modèle partie tout. Il y a 12 garçons, il y a 6 filles. Combien y a-t-il d'enfants en tout? Donc vous voyez, on peut, à partir de ce premier modèle, déjà faire des soustractions. Si je connais le nombre d'élèves total et je cherche le nombre de filles, et je connais le nombre de garçons, je peux en déduire le nombre de filles. Donc ici, on va avoir le modèle partie tout pour l'addition et la soustraction. Toujours dans l'addition et la soustraction, on peut aussi comparer deux quantités. Je peux aussi essayer de chercher la différence qu'il y a entre le nombre de garçons et le nombre de filles. Et là, on va également en parler plus en détail. Je précise d'ailleurs que l'ordre dans lequel je présente ici les 4 modèles est l'ordre chronologique de l'enseignement primaire du CP au CM2. C'est-à-dire que en maternelle et au CP, on va tout juste aborder ces problèmes de partie tout. Non, d'ailleurs, je me trompe. En comparaison aussi, on va aborder ça dès la grande section de maternelle. Mais évidemment, on n'est que sur les 2 premières opérations qui sont l'addition et la soustraction. Les parts égales d'un tout, ici, vont permettre de séparer la barre en parties égales et donc à modéliser ce qu'est la multiplication ou la division. Et là, vous voyez qu'on arrive au CE1, puis principalement au CE2. Et on va ensuite avoir le pendant, les parts égales d'un tout et comparaison. Et là, si vous êtes curieux, vous allez pouvoir faire des problèmes extrêmement compliqués et amusants à résoudre grâce à ces schémas. Mais on va y revenir plus en détail. Donc le plan de cette présentation, ça va suivre ces 4 modèles et vous montrer comment il est important de les articuler de la maternelle jusqu'à la 6e pour ritualiser, pour en faire un vrai savoir-faire des enfants. Avant de rentrer dans le détail de ces 4 modèles, je vous donne quelques conseils pratiques sur comment mettre en place cette méthode en classe. Car j'ai parfaitement conscience qu'il s'agit d'une innovation, que vous avez une façon d'enseigner la résolution de problèmes. Je la connais très bien, hein, c'est une très bonne méthode. On écrit la phrase réponse, on laisse un trou, ensuite on laisse un espace à droite pour écrire l'opération, etc. Vous allez voir qu'il y a des points communs et puis il y a des différences. On va simplement insérer une étape supplémentaire qui est le schéma. Donc dans les conseils que je vais vous donner, il y en a certains qui sont communs avec la méthode de Singapour, qui sont communs avec ce que vous pratiquez habituellement, d'autres qui sont spécifiques évidemment à la méthode de Singapour. Premièrement, lisez l'énoncé, mais sans citer les chiffres qui sont dans l'énoncé, pour ne pas brouiller l'esprit des enfants. Laissez pour l'instant de côté les données chiffrées. C'est un petit conseil, mais ça permet d'abord que les enfants se représentent la situation et qu'ensuite seulement ils se concentrent sur les quantités. Ensuite, petit conseil, lisez, vous pouvez essayer, en tout cas CP, CE1, c'est utile, lisez les signes de ponctuation à voix haute, notamment pour que le point d'interrogation soit parfaitement identifié par les enfants et qui différencie bien ce qui est connu de ce qui est cherché. Ensuite, au fur et à mesure, cochez les informations de l'énoncé parce que vous allez faire un schéma et vous allez légender le schéma avec les informations de l'énoncé et donc au fur et à mesure, vous cochez l'énoncé. Entraînez-vous, je vais vous donner quelques exemples, entraînez-vous à poser des questions supplémentaires à partir du schéma. Et c'est ça la beauté de ce modèle, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait le schéma, en fait, vous pouvez inventer vos propres problèmes et vous pouvez encourager les élèves à inventer leurs propres questions. C'est le point suivant, proposer aux élèves de poser leurs propres questions. Scénariser, théâtraliser, n'ayez pas peur de survendre cette séance de résolution de problèmes parce qu'en fait c'est extrêmement attractif et amusant pour les enfants. Vous dites un problème par jour et nous retiendrons toujours, ou vous pouvez inventer un autre slogan, celui-là en vaut bien un autre, mais en tout cas valoriser ce moment-là comme un moment de jeu, d'exploration, de recherche, de parole, un moment joyeux, et c'est comme ça que c'est fait à Singapour, c'est comme ça que c'est fait dans tous les pays du monde où c'est utilisé et ça marche très bien.
inventer des problèmes personnalisés pour votre classe. Grâce à la présentation que je vous fais aujourd'hui, mais surtout si vous voulez aussi approfondir ensuite, vous allez voir que c'est très simple. Une fois que vous avez compris qu'il y a 4 schémas types, vous pouvez inventer vos propres problèmes et les personnaliser avec des noms d'élèves de votre classe, avec des réalités qui sont dans votre classe ou dans votre école, ou voilà, parce qu'en fait tout ça c'est des petits suppléments d'âme qui vont permettre de mieux incarner la réalité derrière ces situations mathématiques. Et puis, travailler à rebours. C'est-à-dire que vous montrez un schéma et vous allez demander aux enfants d'inventer un problème qui pourrait résoudre ce schéma. Vous voyez bien à quel point, si vous arrivez à faire ça, on va dire à partir du fin CE1, début CE2, eh bien, les enfants vont se sentir vraiment, vont franchir un bond dans la métacognition, ce qu'on appelle la métacognition, à savoir, ils vont vraiment se sentir devenir leur propre professeur. Et ça va leur donner une application beaucoup plus grande dans leur apprentissage. Quelques conseils encore plus pratiques. Je fais exprès de vraiment redescendre dans les aspects très pratiques de cette méthode. Utiliser du papier quadrillé ou à carreaux, parce que vous voyez qu'on fait des rectangles. Eh ben oui, donc c'est important de pouvoir les faire en sorte qu'ils soient jolis, qu'ils soient dans des dimensions que vous aurez fixées, avec des codes que vous aurez fixés. Faites en sorte que les barres soient alignées. Vous voyez qu'ici, on a les jouets de Tom, les jouets de Léa. Le début de la barre coïncide verticalement entre les deux barres. Ça a l'air d'être un détail, ça n'est pas un détail, parce qu'en fait, on va comparer ensuite les deux barres. Donc si elles ne commencent pas au même endroit, la représentation devient fausse. Dessiner les accolades, vous voyez qu'ici, les élèves, par exemple, quand ils sont au CE1, c'est un peu difficile de faire la belle accolade avec des petites courbes. Donc vous pouvez leur proposer simplement de faire un petit triangle, comme je l'ai représenté ici, ou quelque chose d'encore plus simple. Respecter la proportionnalité, parce que je vous rappelle qu'il s'agit ici d'une représentation des nombres et des quantités. Donc en fait, c'est important que les enfants aient conscience que cette barre-là correspond à des vrais chiffres et à des vrais nombres. Ajouter des couleurs. Après tout, autant profiter du fait qu'on a un schéma pour le rendre gai et joyeux. Et ça, c'est un conseil personnel. Et pourtant, vous voyez, à la librairie des écoles, nous aimons bien les fichiers que j'ai amenés ici. Mais néanmoins, je serai le premier à vous dire que c'est bien d'utiliser des cahiers de brouillon. Alors, pas cahier de brouillon, un cahier de problème. Cahier de brouillon, c'est un peu péjoratif, donc un cahier de problème. Et là, sur la page de gauche, vous avez le propre, et sur la page de droite, vous avez les essais et les erreurs, par exemple. Pour aller plus loin, compléter un modèle donné à partir d'un énoncé. L'élève doit placer et écrire les légendes, placer les données numériques, placer le point d'interrogation correspondant à ce qui est recherché. Vous voyez, il y a toute une progression dans l'apprentissage de ces modèles. Choisir parmi plusieurs modèles celui qui représente un énoncé donné. Faire un calcul à partir d'un modèle en barre donnée. Inventer un énoncé à partir d'un modèle en barre donnée. Vous voyez, il y a toute une panoplie d'exercices qu'on peut inventer à partir de ces schémas en barre. Utiliser des problèmes déjà résolus comme référence. Par exemple, vous avez résolu au début de l'année un problème avec, je ne sais pas moi, des bandes dessinées, voilà, des bandes dessinées, et aux élèves, vous dites, rappelez-vous, c'était comme le problème avec les bandes dessinées. Et vous voyez, vous créez des référents internes, vous créez une culture de classe. Et vous savez bien à quel point c'est important. Je vais maintenant rentrer dans le cœur de la progression et je vais faire une petite pause pour bien résumer l'essentiel ici. Nous avons les modèles en barre. Les modèles en barre, c'est un outil pédagogique, un outil didactique pour aider les élèves à résoudre des problèmes mathématiques, pour passer à l'abstraction mathématique. C'est donc un chemin, c'est un cheminement qui permet de passer du monde de la petite enfance, sensoriel, concret, l'esprit est mêlé au corps, l'immédiat, le présent est la seule réalité, etc. Les élèves, quand ils vont avancer d'âge en âge, ils vont accéder à un stade de plus en plus complexe d'abstraction. Et c'est important de comprendre que ce cheminement doit se faire lentement, progressivement, pas à pas, et de bien distinguer les différentes étapes. D'où l'importance de ces schémas qui, je le rappelle, sont
une représentation qui s'intercale entre le concret et l'abstrait. Alors, le premier schéma, c'est le schéma partie-tout. Grâce à un schéma partie-tout, on connaît les deux parties, on peut calculer le tout en additionnant. On connaît le tout et une des parties, on peut trouver la deuxième partie. Et cette petite réalité très simple est plus compliquée qu'on pourrait le penser. Déjà, premièrement, Ali a 4 oranges, il en achète 3 de plus. Combien a-t-il d'oranges en tout? Là, c'est ce qu'on appelle une addition où on va ajouter quelque chose. Et on a une situation initiale et une situation finale. Il avait 4 oranges, il en a 3 en plus. On va aider les enfants à ranger, bien structurer la situation. Autre situation, elle a 4 jetons rouges et 3 jetons bleus. Combien a-t-elle de jetons en tout? C'est différent. Là, il n'y a pas une situation initiale et une situation finale. Il y a 2 parties qui forment un tout. Et ici, on va aussi leur apprendre à modéliser. Vous voyez ça, en grande section, on va déjà modéliser ces situations. Je vais accélérer un petit peu. On va encore faire ce type de problème de modèle discret au CP. Combien de sauts y a-t-il en tout? On va essayer de ranger et d'ordonner les sauts. Et puis au CE1, vous voyez qu'on va montrer aux élèves comment est-ce qu'on peut passer du modèle discret au modèle continu. On a 10 timbres, ça devient 10 cubes, ça devient 10 carrés roses, ça devient une barre sur laquelle vous avez écrit le chiffre 10. Et ça, c'est le point essentiel de la barre continue. On va pouvoir représenter toutes sortes de quantités. À partir du moment où on est passé à 10, à 20, eh ben, pourquoi ne pas passer à 324 ou à 472 ou à 6,2? Petit exemple, et là c'est vraiment une résolution de problème. 438 spectateurs ont assisté à un concert, il y avait 213 enfants, les autres spectateurs étaient des adultes. Combien d'adultes y avait-il à ce concert? J'écris la phrase réponse, je laisse un blanc. Je dessine le schéma, j'écris je cherche des spectateurs. Je sais qu'il y en a 438. Je connais une partie, ce sont les enfants. Je attribue un nombre. Et qu'est-ce que je cherche? Le nombre d'adultes. Vous voyez, ici, je fais mon calcul. Et je complète ma phrase réponse. Maintenant, deuxième modèle de problème, la comparaison. On va comparer 2 quantités différentes. Pareil, en grande section, en CP, on a un modèle discret, on retrouve nos oranges, on les ordonne. On a nos boutons, rouge et bleu, on les ordonne. Et vous voyez qu'ici, on peut compter la différence entre les 2 barres. Il y a une barre de différence. Au CP, même chose. On va approfondir, faire toutes sortes d'exercices de modélisation et de comparaison. Au CE1, de la même manière, on va passer du modèle discret au modèle continu. On prend les cubes, on en fait une barre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte toute la subtilité de cette progression, mais elle permet aux élèves vraiment d'être accompagnés dans leur compréhension de la signification des nombres. Au CE2, vous allez voir les timbres, la barre. On va pouvoir calculer la partie la plus petite, la partie la plus grande, la différence entre les deux. On utilise les modèles en barre pour comparer. Je prends un exemple. Emmanuel a 45 €, Tom a 28 €. Combien d'argent Emmanuel a-t-il de plus que Tom? Emmanuel A, j'écris ma phrase réponse. Emmanuel A, je laisse un blanc de plus que Tom. J'écris l'argent d'Emmanuel, l'argent de Tom, j'ai mes 2 barres que je fais de manière égale. Par contre, je sais qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Je sais que Emmanuel a 45 €, Tom a 28 €, et donc je vais calculer la différence entre les deux. Argent en plus. Je fais une soustraction, et je trouve ma réponse. Emmanuel a 17 € de plus que Tom. Je vais accélérer un petit peu sur la multiplication et la division. Vous avez les parts égales d'un tout. Là, on est au CE2. On introduit ça au CE1. J'ai mes oranges. Je les range en 3 parties égales. J'en fais un modèle en barre continue. 3, 3, 3 égale 9. Vous voyez bien qu'ici, on va pouvoir illustrer la division.
Ali a 15 fleurs et veut faire 3 bouquets. Combien y aura-t-il de fleurs dans chaque bouquet? Je fais la barre que je divise en 3. Je divise 15 par 3. Je peux aussi poser la question en plus. S'il y a 6 fleurs en plus, combien de fleurs y aura-t-il dans chaque bouquet? On va continuer pareil au CE2. La division quotient, ce n'est plus trouver le nombre de fleurs dans chaque bouquet, c'est de trouver le nombre de bouquets que je peux faire à partir d'un nombre de fleurs. Ici, je sais que je veux 5 fleurs par bouquet, j'en ai 15, combien est-ce que je peux faire de bouquets? Et vous allez voir un problème, je suis obligé d'aller un peu vite à cause du temps qui m'est imparti, mais je vais vous montrer un exemple de problème très intéressant. Monsieur Léon veut amener ses 17 élèves au musée, des parents ont proposé de les accompagner en voiture. Si seulement 4 élèves peuvent monter dans chaque voiture, combien de voitures faudra-t-il? Monsieur Léon a besoin de voitures. Je laisse ma phrase réponse vide. Le nombre d'élèves. Je remplis une première voiture, une deuxième voiture, une troisième voiture, une quatrième voiture. J'ai besoin de 4 voitures. Et il restera une voiture vide. Je vais m'arrêter ici. Je vous propose, pour en savoir plus, notamment sur le dernier modèle, sur les fractions et sur la suite, d'aller voir sur le site de la librairie des écoles et où nous pourrons répondre à toutes vos questions supplémentaires. J'avais prévu une présentation un peu plus longue que ce que j'ai été capable de faire en 30 minutes. Merci Jean. En tout cas, vous aurez l'occasion de retrouver sur le site Lipsco les bonus dont vous parlez, Monsieur Nemo. Mais je crois qu'il y a des questions qui ont été posées sur le chat ou on reçoit des messages par des canaux très différents. Est-ce que la régie peut me donner ces questions? La méthode de Singapour est-elle en conformité avec les programmes scolaires? Oui, alors c'est une bonne question. Quand j'ai édité la première version de la méthode de Singapour en 2007, en 2008, je ne l'avais pas volontairement adapté au programme parce que, comme je vous l'ai montré ici, c'était un équilibre très très subtil et très solide et j'avais peur, en déplaçant des notions d'une année sur l'autre, de faire s'effondrer cet édifice. Or, avec le temps, avec l'expérience, avec la confiance que m'ont accordé les Singapouriens, j'ai eu la possibilité de réunir une équipe d'auteurs sous la direction de Monica Nigoy pour le cycle 2 et de Chantal Critère pour le cycle 3, pour en faire une adaptation au programme. Donc actuellement, la méthode de Singapour est parfaitement conforme au programme. Et si je puis me permettre une pointe d'humour et d'orgueil, je pense même que la méthode de Singapour a inspiré les nouveaux programmes. Ah, c'est une forme de reconnaissance. Voilà, n'ayez aucune crainte là-dessus. Pour les professeurs qui veulent l'utiliser, elle est parfaitement conforme au programme. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une deuxième question concerne les problèmes que l'on ne pourrait pas résoudre avec la modélisation en barre. Oui, en fait, il y a évidemment ces problèmes-là, les modèles en barre permettent de résoudre tous les problèmes, on va dire, algébriques simples qui utilisent les 4 opérations. Mais il y a d'autres typologies de problèmes. Je pense notamment aux problèmes qu'on peut... vous avez des énigmes mathématiques, par exemple. Vous avez des schémas. Quelquefois, vous êtes obligé de faire des schémas pour modéliser des situations complexes qui ne peuvent pas être des barres, ou alors vous allez procéder par essai et par erreur. Vous voyez, il y a toute une série de problèmes qui ne sont pas faits pour être résolus avec les barres. Là, c'est vraiment, non seulement on apprend à résoudre les problèmes, mais on apprend à construire la pensée algébrique et à construire chez les enfants une représentation mentale qui va leur être extrêmement utile quand ils vont passer au collège puis au lycée. D'accord. Une dernière question, on a le temps, je crois. Comment se former à la méthode de Singapour? Alors, la librairie des écoles a créé cette année un centre de formation professionnelle pour les enseignants des écoles primaires. Donc nous avons mis en place des formations thématiques par cycle et par domaine mathématique. Donc il suffit de vous rendre sur notre site. Nous faisons ça en partenariat avec Edinovo, qui est un organisme de formation professionnelle agréé Calliope. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est simplement pour savoir que votre organisme
collecteur peut financer vos formations. Et donc, on a des briques de 12 heures ou de 18 heures selon la complexité ou la densité des sujets. Et je précise que si vous avez des besoins spécifiques en tant qu'école, il suffit de vous adresser à nous et nous, on crée une formation ad hoc pour répondre à vos besoins. D'accord. Merci. Merci en tout cas, Jean Nemo, pour cet atelier. Je ne doute pas que les gens aient envie d'avoir découvert des choses, s'ils sont intéressés, et de donner envie à des directeurs d'école, des enseignants, d'utiliser la méthode de Singapour pour les maths au primaire. Je vous remercie beaucoup et je vous prie de m'excuser pour le caractère un peu TGV en marche de la présentation. Il y a pas mal de présentations que nous pouvons compléter sous forme de formation, sous forme de vidéo. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur le site de la librairie des écoles pour que vous ayez quand même le fin mot de l'histoire parce qu'elle a été un peu abrégée.